Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles. On trouve dans l'univers de nombreuses étoiles variables, des étoiles dont la luminosité change sur des durées assez courtes. Ces changements peuvent être dus à plusieurs facteurs, propres à l'étoile ou au système dans lequel elle évolue. Certaines étoiles gonflent et se dégonflent ainsi régulièrement, d'autres voient leur luminosité affectée par la présence de taches à leur surface. On trouve aussi des étoiles sujettes à des éruptions très violentes, qui peuvent ne durer que quelques minutes. C'est cependant un phénomène différent qui semble affecter l'étoile VVV-WIT-08. Il s'agit d'une étoile géante environ 100 fois plus grande que le Soleil et qui a connu un épisode de baisse de luminosité impressionnant. Ce dernier a été observé en 2012 grâce à un observatoire britannique installé au Chili. Sur une période de quelques centaines de jours, la luminosité de l'étoile a baissé de 97% avant de revenir à la normale. Une observation exceptionnelle à laquelle il a fallu un peu de temps pour trouver une explication. Le WIT présent dans le nom de l'étoile est d'ailleurs l'abréviation de What is this? Ou qu'est-ce que c'est que ça? Des taches ou un dégonflement ne peuvent pas être à l'origine d'une diminution aussi importante de la luminosité d'une étoile. Un groupe de chercheurs vient cependant de mettre en ligne une étude détaillant le mécanisme qu'ils pensent être responsable. La baisse de luminosité de VVV-WIT-08 serait ainsi due à une occultation par un objet gravitant autour d'elle et entouré d'un nuage dense de poussière. L'objet serait situé sur une orbite assez lointaine, ce qui expliquerait pourquoi une seule occultation a été relevée en 17 années d'observation. Cet étrange compagnon pourrait être une autre étoile ou une planète. Son disque de poussière lui donnerait une forme oblique et serait suffisamment opaque pour cacher sa luminosité propre si c'est une étoile. Ce disque s'étendrait sur un diamètre d'au moins un quart d'unité astronomique, de manière assez uniforme, ce qui expliquerait pourquoi il occulterait une si grande partie de la lumière de l'étoile. Des disques de débris aussi denses peuvent apparaître dans plusieurs scénarios, lorsqu'une étoile est très jeune par exemple et qu'elle est entourée de son disque protoplanétaire, ou autour d'une naine blanche qui aurait semé le chaos dans son système lors de sa phase de géante rouge. On peut imaginer que le mystérieux compagnon de VVV-WIT-08 lui ait volé une partie de sa matière, qui formerait alors la majeure partie du disque occultant. Un trou noir ou une étoile à neutrons sont aussi des scénarios qui peuvent être envisagés. VVV-WIT-08 n'est pas la seule étoile dans ce cas de figure. D'autres étoiles ayant subi des occultations importantes ont été observées, mais aucune dont la luminosité ait ainsi été divisée par 30. Il sera donc intéressant de voir si le phénomène se reproduit pour l'étoile géante au cours des prochaines décennies. Ce serait la preuve définitive que l'objet occultant se trouve bien sur son orbite, et cela donnera peut-être l'occasion de comprendre un peu mieux sa nature. Pour la suite de ces actualités spatiales, on revient dans le système solaire où Vénus est définitivement sous le feu des projecteurs. Comme on vous le disait la semaine dernière, la NASA a décidé de lancer 2 nouvelles missions vers notre voisine, Da Vinci Plus et Veritas. La première va plonger dans l'atmosphère vénusienne et descendre jusqu'à la surface, en analysant les gaz rencontrés. La seconde va cartographier le sol au radar depuis l'orbite. Mais il n'y a pas que l'agence spatiale américaine qui s'intéresse à Vénus. L'ESA vient elle aussi d'annoncer sa propre mission vers l'étoile du Berger. Le 10 juin, on a ainsi appris que la mission Envision a été sélectionnée dans le cadre du programme Cosmic Vision. L'agence spatiale européenne a déjà contribué à l'exploration de notre voisine avec Venus Express, dont la mission s'est terminée voilà 6 ans. La sonde avait notamment permis de mettre en évidence des éclairs dans l'atmosphère de la planète et avait apporté des indices suggérant la présence passée d'océans à la surface. La nouvelle mission européenne va tenter d'approfondir ce travail et de démêler l'histoire de notre voisine. Envision devrait décoller au début de la prochaine décennie. Il s'agit d'un orbiteur qui, comme la mission américaine Veritas, scrutera la planète avec des radars. La mission européenne ne compte cependant pas se cantonner à la surface.
Elle analysera aussi ce qui se passe dans le sous-sol. Un des instruments de la sonde devrait ainsi mettre en évidence les interfaces entre différents matériaux dans la croûte vénusienne. Cela pourrait par exemple permettre de détecter des cratères d'impact qui ont été remplis, les coulées de lave ou la structure des tesserae, ces terrains fracturés qu'on peut observer à la surface. La sonde embarquera par ailleurs un spectromètre qui analysera l'atmosphère et cherchera notamment à déterminer de quoi est constituée la couche atmosphérique qui absorbe les ultraviolets et qui est sujette à bien des spéculations. Les responsables de la mission espèrent que les mesures prises avec la sonde permettront de déterminer si Vénus a un jour accueilli des océans, et s'il faut donc la considérer comme une cible d'intérêt pour la recherche de vie extraterrestre passée et présente. En plus de s'intéresser à Vénus, l'Agence spatiale européenne commence aussi à réfléchir aux missions qu'elle souhaite mener à plus long terme, entre 2035 et 2050. L'ESA vient ainsi de sélectionner 3 thèmes d'études, sur lesquels devraient se concentrer ses plus grosses missions au cours de cette période. Le premier concerne les lunes des planètes géantes et leur habitabilité. On peut s'attendre à ce que la mission JUICE produise des résultats intéressants au début des années 2030. Ces derniers poseront probablement de nouvelles questions qu'il faudra élucider grâce à une nouvelle mission. D'après l'agence, cette dernière pourrait faire appel à un atterrisseur ou à un drone. Il sera intéressant de voir si l'ESA est prête à tenter sa chance au-delà de Jupiter sans l'aide américaine, ce qui impliquerait d'importants développements technologiques. Autre thème sélectionné, les exoplanètes, et notamment celles qui ont une chance d'être habitables. L'ESA va produire un gros effort dans ce domaine au cours des prochaines années, à travers les missions Khéops, Plateau et Ariel. D'autres missions devraient donc suivre jusqu'en 2050. L'une d'entre elles parviendra peut-être à découvrir ou à caractériser une planète très semblable à la Terre. Enfin, l'Agence spatiale européenne souhaite diriger une partie de ses efforts vers l'étude de l'univers primordial. Pour y parvenir, elle aura besoin de nouveaux observatoires. Il pourrait s'agir d'un successeur à Planck, qui observera le fond diffus cosmologique avec une précision accrue, ou d'un nouvel observatoire en ondes gravitationnelles qui explorerait un nouveau domaine de fréquence en complément de l'ISA. En plus de ces missions d'envergure, l'ESA compte développer toute une série de sondes et d'observatoires de classe moyenne, qui toucheront à des domaines très divers. Voilà qui promet en tout cas un début de siècle passionnant pour la science spatiale. Traversons maintenant l'Atlantique pour prendre des nouvelles de Blue Origin. L'entreprise s'apprête à réaliser son premier vol spatial habité d'ici un peu plus d'1 mois. Ce dernier risque d'être très médiatisé. En effet, la place qui avait été mise aux enchères a finalement été vendue pour 28 millions de dollars. Preuve qu'il existe un véritable appétit pour le tourisme spatial, au moins chez les plus fortunés. Ce vol en particulier accueillera en plus Jeff Bezos, le fondateur de l'entreprise et homme le plus riche du monde, ainsi que son frère. L'ensemble des passagers embarquera dans la capsule pour une expérience de quelques minutes qui les emmènera à plus de 100 km d'altitude et donc théoriquement dans l'espace. Il n'en fallait pas plus pour piquer la fierté de Richard Branson, autre milliardaire qui s'est lui aussi proposé des vols spatiaux aux touristes, via son entreprise Virgin Galactic. Il a annoncé vouloir prendre personnellement place dans l'un de ses vaisseaux quelques jours avant le vol prévu par Blue Origin. Son entreprise prépare donc un vol pour le 4 juillet, qui devrait embarquer le milliardaire à bord. Il n'est pas certain cependant que Virgin parvienne à tenir le calendrier. Bref, pour le moment, la compétition sur le tourisme suborbital est surtout une guerre d'ego. Il va y avoir beaucoup de missions de premier plan au cours de la deuxième moitié de l'année. L'une d'entre elles sera le premier vol du SLS, la méga fusée américaine qui doit contribuer au retour des humains sur la Lune. La NASA vient justement de communiquer les premières photos du lanceur assemblé. On peut y voir l'étage central et les 2 boosters passés à la verticale. L'ensemble est déjà très impressionnant, mais il reste encore à y ajouter l'étage supérieur ICPS et le vaisseau Orion. Le lancement est pour le moment toujours prévu pour novembre 2021. Au cours de cette mission, le vaisseau Orion sera envoyé autour de la Lune sans équipage et libérera une poignée de CubeSats pour aller explorer notre satellite ou d'autres cibles dans le système solaire. D'ici là, c'est la Chine qui se prépare à mener sa première mission habitée depuis 5 ans.
Une fusée Longue Marche de F et son vaisseau Chenzhou ont été amenés à la base de lancement de Jiuquan dans le désert de Gobi. Les 3 taïkonautes de la mission devraient décoller pour la nouvelle station spatiale du pays dans les jours qui viennent. Ils devront rester 3 mois en orbite, ce qui constituera un record pour le programme de vol habité du pays. Les vols habités chinois devraient par la suite devenir très réguliers, avec le départ d'un nouveau vaisseau Chenzhou pour la station tous les 6 mois. Cette expérience en orbite basse devrait aider le pays à se préparer pour l'aventure lunaire. À ce sujet, la Russie et la Chine devraient présenter conjointement demain une feuille de route concernant leur base lunaire ILRS. On en apprendra peut-être un peu plus sur la portée du projet et les possibles collaborations internationales. À voir dans le prochain DNDE. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 27 juin à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.